Bonjour à tous. Alors, comme nous venons de le voir avec la précédente table ronde, un des effets des changements climatiques sur le littoral, c'est bien le risque d'érosion et de submersion qui va être accru. Mais néanmoins, on a d'autres effets qui sont moins connus, et probablement parce qu'ils sont aussi moins visibles, que sont le réchauffement de l'eau et de l'acidification des océans, mais qui pourraient aussi avoir de forts impacts. Alors, en effet, on est en train de parler du milieu côtier. Et le milieu côtier, ce qu'il faut savoir aussi, ce sont des zones très productives, qui abritent une très grande diversité d'organismes vivants. Aussi parce qu'en fait, ces milieux, ça constitue des zones de reproduction de nombreuses espèces de mollusques et de poissons. C'est aussi des zones importantes de nourrissage pour des mammifères et des oiseaux. Et en Bretagne aussi, on y rencontre une grande diversité d'algues. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en plus de cette grande diversité, il y a plusieurs activités économiques et non économiques qui vont dépendre du bon état de santé de cet environnement. Donc il y a la conchyliculture, la pêche artisanale, on va retrouver aussi la récolte des algues à pied, en bateau, ou la pêche récréative. Donc en fait, au cours de cette table ronde, on va tâcher de comprendre comment le réchauffement et l'acidification des océans pourrait impacter la biodiversité observée au niveau du milieu côtier, ainsi que les conséquences pour les activités économiques ayant lieu sur cette partie du territoire. Et également, donc, nous questionnerons les élus pour mieux comprendre la perception que peuvent avoir les élus et les citoyens sur cette problématique. Donc, pour répondre à cette question, nous avons 4 intervenants, que sont donc Monsieur Daniel Cueff, donc vice-président maire et littoral du Conseil régional de Bretagne. Bonjour. Donc Monsieur Fabrice Pernet, chercheur IFREMER, ici présent, donc, qui est chercheur en biologie marine et aquaculture, faisant partie du laboratoire Lémar. Donc Monsieur Laurent Perron, bonjour, président de Terrarad et vice-président de Brest Métropole, chargé du littoral et des espaces sensibles, et Madame Caroline Le Saint, qui est chargée de mission au niveau du comité régional de la conchyliculture, Bretagne Nord. Donc nos intervenants vont avoir chacun 5 minutes top chrono pour commencer à présenter le sujet. Et donc nous allons commencer par Fabrice Pernet. Alors, tu peux aller en fait... Je vais prendre ça, ça va bien, j'ai qu'une photo. Okay. Bien, bonjour à tous. Donc merci pour l'invitation. C'est très sympa d'être là aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'autre problème du CO2. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Et on parle très très peu d'acidification des océans. Alors pourquoi l'acidification? L'acidification c'est quoi? C'est bien simple, quand on émet du CO2 dans l'atmosphère, il n'y reste pas, en tout cas pas complètement. 25% du CO2 que l'on émet tous les jours dans nos activités se retrouve dans les océans. Et du coup, on peut être content parce que quelque part, il nous protège de l'effet de serre. Ce CO2-là qui n'est pas dans l'atmosphère nous protège globalement. L'océan est un vrai réservoir de CO2. Et par conséquent, le CO2 dans l'eau, ce qu'il fait, c'est qu'il forme de l'acide. Donc c'est simplement ça la réaction. CO2 plus H2O donne acide carbonique. Et globalement, l'océan s'acidifie. Alors quels sont les effets de cette acidification? Déjà, il faut savoir que l'acidification, depuis l'ère pré-industrielle, elle a augmenté de 25%. Le niveau d'acidité de l'océan a déjà augmenté depuis 200 ans de 25% par rapport à ce qu'il était initialement. Ça veut dire un quart de plus. Je traduis au cas où. Et à l'horizon 2100, ce à quoi on s'attend, c'est qu'il augmente de 110%. C'est-à-dire c'est un doublement, c'est plus qu'un doublement du niveau d'acidité des océans. Et les impacts de cette acidité, eh bien, c'est assez simple. Un des impacts principaux, il y en a plusieurs, mais le principal, et celui qui est illustré là sur cette photo, c'est que globalement, un océan acidifié, c'est un océan qui est corrosif vis-à-vis du calcaire. Ça veut dire que quand vous mettez du calcaire dans un océan acidifié, il se dissout plus qu'il se précipite. Et c'est ce que vous voyez sur cette photo, où vous voyez des huîtres, globalement, c'est des huîtres âgées de quelques mois qui ont passé seulement 23 jours dans leur vie dans un milieu plus ou moins acide, donc normal ici et plus acide là, ici, à ma gauche. Et ce que vous voyez très bien, c'est que les coquillages sont de plus en plus petits à mesure qu'on augmente l'acidité. Ils sont de plus en plus petits, de plus en plus blancs, voire même troués à certains endroits dans la coquille. Donc ce que vous voyez sur cette photo, c'est vraiment une illustration de l'aspect corrosif, finalement, de l'acidification des océans. Aujourd'hui, globalement, l'océan moyen, quand on élève des huîtres, on est à peu près ici, là, à pH 7,8. Dans les extrêmes, on est à peu près à pH 7,5. On connaît aujourd'hui déjà des épisodes d'acidification extrême qui nous amènent à peu près à 7,5.
Et on sait qu'à l'horizon 2100, on va perdre à peu près 0,3 unités pH, donc l'acidité va augmenter, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le lire. Et on se retrouvera souvent dans la zone côtière à des pH qui seront finalement corrosifs pour les coquillages et qui seront plus compatibles avec l'activité de la conchiliculture. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'échelle d'une espèce. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau d'un écosystème, c'est beaucoup plus difficile de se projeter. On a beaucoup plus de mal à évaluer l'impact de l'acidification à l'échelle d'un écosystème parce qu'il y a plein d'interactions entre les espèces. Certaines vont disparaître, elles vont être remplacées par d'autres. C'est probablement ce qui va se passer. Mais on a la chance d'avoir des espèces d'analogues, c'est-à-dire qu'il y a des milieux aujourd'hui, dans le milieu marin, qui sont déjà très acidifiés. Et ce que vous voyez sur cette photo qui a été prise à Ischia, en Italie, dans la baie de Naples, c'est l'effet de résurgence de CO2 lié à une activité volcanique dormante. Et ce que l'on voit ici, c'est finalement, c'est très joli parce qu'il y a plein de bulles et ça fait champagne, on a tous très envie d'aller nager là-dedans, mais ce qu'on voit, c'est globalement un écosystème qui est dominé par des algues vertes principalement, et il y a très peu d'organismes dits calcifiants, ces fameux organismes qui font du calcaire, que sont les coquillages, certaines espèces de phytoplancton calcaire qui sont à la base des réseaux alimentaires, des chaînes alimentaires. Il n'y a pas de coraux, par exemple, dans un écosystème comme celui-là. Les coraux ont aussi des squelettes de calcaire. Et donc, c'est finalement des écosystèmes très appauvris du point de vue de la biodiversité. Donc, ce qui est à peu près certain, c'est que dans un milieu acidifié riche en CO2, c'est un milieu beaucoup plus pauvre en biodiversité et plus principalement en biodiversité dite fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on enlève certaines espèces, on peut aussi enlever certaines fonctions qu'elles nous rendaient, certaines fonctions biologiques. Typiquement, vous enlevez les coquillages, vous perdez la fonction de filtration et d'épuration de l'eau, par exemple. Donc là, on perd carrément des fonctions. Donc c'est plus grave quasiment que de perdre des espèces, on perd même des fonctions. Donc finalement, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'avec ce problème d'acidification, on est en train de quitter un état d'équilibre des écosystèmes qui a duré plus de 12 000 ans, globalement, qui a permis d'ailleurs à nos sociétés de prospérer. Nos sociétés sont fondées sur cet état d'équilibre. Et cet état d'équilibre, on est en train de le perdre. On passe vers un état de déséquilibre dont on ne sait pas vraiment où il nous mènera. Cette image n'est peut-être pas forcément l'image du futur, mais en tout cas, elle nous donne un petit peu une idée de ce à quoi elle pourrait ressembler. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On a d'autres choix que les deux piliers, atténuation, limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième truc, c'est l'adaptation, sachant que l'adaptation n'a aucun sens s'il n'y a pas d'atténuation. Ça, il faut être clair là-dessus. L'adaptation sans atténuation, c'est un sparadrap sur une hémorragie. Maintenant, pour finir, je vous parlerai quand même un petit peu d'adaptation. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, en Bretagne, sur nos écosystèmes marins, pour limiter les effets de l'acidification ? Je ne parle que d'acidification, mais il faut savoir qu'il y a d'autres menaces. Il y a évidemment le réchauffement, dont on a parlé abondamment, qui sera le driver principal. On a parlé de migration d'espèces, évidemment, les espèces vont se déplacer. Il y aura la désoxygénation des océans. De l'eau chaude contient moins d'oxygène que de l'eau froide, donc l'océan s'appauvrit en oxygène. Et l'acidification, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc on a ces trois menaces auxquelles on peut faire face. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans des milieux ? Eh bien, on peut, aujourd'hui, il y a deux solutions fondées sur l'océan. La première, c'est la végétalisation des écosystèmes. On a des algues qui disparaissent de nos écosystèmes. Aujourd'hui, des laminaria hyperborea du sud de la Bretagne qui disparaissent littéralement. Eh bien, il faut favoriser la végétalisation. La végétalisation, pourquoi ? Parce qu'on a un problème de CO2. Et les végétaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent le CO2, globalement. Donc, ils nous permettent de lutter contre l'acidification. Donc, la végétalisation est finalement une perspective intéressante pour capter efficacement du CO2, remonter le pH de l'eau de mer, diminuer l'acidité et augmenter l'oxygène dans l'eau. Donc on peut travailler aujourd'hui sur des plans de reforestation marine, ça crée des nouveaux métiers, c'est plutôt intéressant. Mais là, il y a des vrais enjeux sur la question de la végétalisation. Et la deuxième option, également fondée sur les océans, c'est l'alcalinisation. L'alcalinisation, c'est quoi ? C'est remonter le pH de l'eau de mer en ajoutant du calcaire. Alors ça peut se faire à très grande échelle, et ça pose un certain nombre de questions parce que c'est finalement de la géo-ingénierie, mais ça peut se faire aussi à petite échelle. Moi, je m'intéresse beaucoup à la conchiliculture et on va en parler tout à l'heure. Mais typiquement, quand on a des coquilles d'huîtres, de palourdes, de coquilles Saint-Jacques, dont on ne sait pas quoi faire, si déjà on les remettait à la mer, eh bien elles se dissoudraient, puisqu'un milieu corrosif dissout du calcaire, et permettrait de remonter l'alcalinité. Donc là, il y a des perspectives finalement d'économie un petit peu plus circulaires fondées sur la conchiliculture qui rendraient un certain nombre de services. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps des 5 minutes. C'est bien ? Ok, merci. Merci Fabrice. Donc maintenant, ça va être Caroline Lesaint qui va nous présenter ce que pense la profession par rapport à ces problématiques. Bonjour à tous, Caroline Lesaint, je suis chargée de mission environnement au comité régional de la conchiliculture Bretagne Nord, du coup, qui s'étend de la rade de Brest à la baie du Mont-Saint-Michel.
Je vais vous parler de la perception des conchyliculteurs sur les questions réchauffement climatique et acidification, à partir notamment de données recueillies dans le cadre d'une enquête réalisée au niveau national auprès de l'ensemble des conchyliculteurs en 2021. De façon générale, les effets liés au réchauffement climatique sont plutôt bien appréhendés par les professionnels. Les questions liées à l'acidification le sont un petit peu moins, avec de fortes attentes de travaux scientifiques sur le sujet. Tout d'abord, on observe de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes, des pluviométries très importantes, très intenses, qui entraînent notamment des débordements des systèmes d'assainissement, le lessivage des sols. Tout ça engendre des pollutions qui arrivent dans les eaux littorales et impactent les coquillages qui sont reconnus comme des sentinelles de la qualité des milieux côtiers. On observe également des périodes de sécheresse prolongées, avec un impact sur la production primaire et donc la croissance des coquillages. Par exemple, la sécheresse qu'on a connue au printemps et à l'été 2022 ont entraîné un décalage de pousse sur quasi l'ensemble des coquillages de Bretagne Nord d'un trimestre environ. On observe également on ressent une multiplication des tempêtes avec des dégâts importants sur les structures d'élevage en mer, mais aussi sur les infrastructures à terre. Une autre conséquence du réchauffement dans nos eaux, alors qu'initialement les scientifiques pensaient qu'elles ne se reproduiraient pas au nord de la Loire. Depuis le milieu, la fin des années 2000, on a une activité de captage d'huîtres creuses qui s'est développée en rade de Brest. Dans d'autres secteurs, le phénomène est un peu plus gênant, entre guillemets, puisqu'on assiste à des phénomènes de galie avec des naissins qui se fixent sur les coquillages en élevage, sur les structures d'élevage, et qui augmente considérablement le temps de travail avec pour l'entretien des structures, voire dans certains secteurs le passage des poches en bouilloire à galie, des sortes de petits bassins dans lesquels les poches à huîtres sont placées quelques secondes, et ça permet d'éliminer les petites huîtres qui se fixent sur les huîtres en élevage. On assiste également à une perturbation des chaînes trophiques, notamment avec la modification des communautés phytoplanctoniques, principale nourriture des coquillages, que ce soit au niveau du phytoplancton fourrage ou au niveau des phytoplanctons toxiques, avec des efflorescences de plus en plus nombreuses, et qui se décale un peu vers le nord et l'est de notre territoire, dans des secteurs qui n'étaient auparavant pas concernés par ce type de problème. On note également des évolutions sur les populations de prédateurs de coquillages, notamment la présence de la dorade royale qu'on retrouve de plus en plus loin en Manche, ou plus récemment la prolifération depuis quelques années des araignées de mer, ce qui engendre de fortes conséquences économiques pour l'activité mythilicole. En termes de perspective, c'est vrai que la conchyliculture actuelle, elle est basée sur un nombre limité d'espèces, principalement huîtres et moules, avec des croissances annoncées en forte diminution dans les prochaines décennies, voire des problèmes de reproduction des coquillages. Dans un objectif d'anticiper et de s'adapter dans la mesure du possible, la profession s'associe, voire participe directement au programme de recherche sur le sujet. Notamment, on peut citer le programme Cocorico 2, donc, qui traitait de la conchyliculture dans un monde enrichi en CO2, avec des expérimentations qui ont été menées au centre de recherche appliquée de Portscave à l'Envol-Ploirzel. Je ne vais pas développer les questions de relocalisation, puisque c'était plus l'objet de la table ronde précédente. Au niveau de la conchyliculture en elle-même, l'activité rend des services écosystémiques
Et notamment, ce qui avait été mis en avant, c'était le rôle de séquestration de carbone par les coquillages. Un autre sujet concerne la décarbonation de l'activité conchilicole, avec un projet de développement de bateaux amphibies à hydrogène en Bretagne Nord, projet soutenu par la région Bretagne, et un autre projet en Bretagne Sud de développement de barges ostréicoles électriques. Voilà rapidement quelques éléments. Merci Madame Le Saint. Alors c'est vrai qu'on a fait le choix de vous faire intervenir aussi parce que la profession conchilicole, et en fait c'est une des sentinelles aussi du milieu côtier. Vous êtes tous les jours sur le milieu côtier et vous voyez clairement les modifications qu'il peut y avoir par rapport à ça. Alors maintenant, on va passer donc à Monsieur Cueff, donc en tant que vice-président mairie littorale. Alors pour vous, Monsieur Cueff, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de la région et des pouvoirs publics par rapport à ces problématiques ? Écoutez, merci pour votre invitation. Donc, nous sommes ici en région Bretagne, le président l'a dit tout à l'heure, dans une relation de modestie et de compréhension. Et nous avons vraiment besoin des chercheurs aujourd'hui pour comprendre ce qui arrive. Et pour reprendre un peu les propos qui ont eu lieu ce matin sur notamment l'évolution du trait de côte, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous avons un service dédié à la région Bretagne sur l'évolution du trait de côte. Et vous avez une diapositive ici sur quelque chose qui est une solution basée sur la nature. C'est à Lancieux, où vous avez donc une digue qui rompait régulièrement avec les marées. Les élus ont décidé qu'à la prochaine marée, à la prochaine rupture, ils ne répareraient pas la digue. Et l'ensemble des agriculteurs ont été déménagés très longtemps avant. Et vous avez une maison là qui aujourd'hui est dans l'eau. Et ça a été une opération qui a été menée par le Conservatoire du littoral, qui, comme ça a été dit ce matin, est né en Bretagne et qui a la culture du temps long, justement, c'est-à-dire qui a été capable d'anticiper cette évolution du trait de côte très longtemps avant pour éviter les drames humains en particulier. Et cette situation, nous la retrouvons en Bretagne de façon forte, mais très différenciée. Évidemment, à Saint-Malo, le port est un port digue, c'est-à-dire en dessous du port de Saint-Malo et du Sillon, il y a 25 000 personnes qui habitent. Aujourd'hui, la salle des opérations de l'hôpital de Saint-Malo se trouve sous le niveau de la mer. Donc évidemment, l'évolution du trait de côte, l'évolution de la montée des eaux est quelque chose d'extrêmement intéressant à anticiper. Mais nous avons des anticipations à 5, 10 ou 30 ans. Nous avons d'autres situations où des enrochements, par exemple, et le maire de Guissény l'a bien dit, des enrochements qui ont été faits dans certains endroits ont provoqué l'inverse, c'est-à-dire à vouloir résister à la mer, on a provoqué en fait une aggravation. Donc il y a 103 communes aujourd'hui qui, en Bretagne, se préoccupent dans leur schéma d'urbanisme de réfléchir à cette évolution à 5, 30 et 100 ans. Et la région Bretagne représente les régions de France au Conseil national du trait de côte, où il y aura un certain nombre de leviers juridiques, fiscaux qui seront mis en place. L'autre diapositive, c'est ce qui concerne la pollution du littoral. 80% des pollutions du littoral sont dues au milieu terrestre. Donc nous avons une infinité de pollutions, que ce soit les pesticides, que ce soit les plastiques, que ce soit notamment les eaux usées. Là, vous avez une expérience que nous essayons de mener avec les EPCI à qui nous disons « nous ne pouvons pas décemment continuer à travailler avec vous si vous n'avez pas une politique digne de ce nom quant aux assainissements ». Mais nous aidons aussi, en particulier sur les assainissements autonomes qui posent un certain nombre de problèmes là où il y a des bassins versants et là où il y a des populations qui ne peuvent pas s'offrir des assainissements, donc nous allons les financer. Et enfin, j'étais très sensible au discours du vice-président de l'université sur la question citoyenne. Et nous avons la chance de pouvoir gérer en Bretagne les fonds FEAMPA. C'est des fonds européens qui sont des fonds qui ont pour objectif de regarder ce qui se passe, si vous voulez, sur un certain nombre d'espèces. Nous avons par exemple la poulpe ici qui nous pose un certain nombre de soucis. En 1963, il y avait beaucoup de poulpes. Il y a eu un hiver très froid et la poulpe a complètement disparu. Et elle est revenue il y a 4-5 ans abondamment sur les côtes
du Morbihan. Elle se rapproche aujourd'hui de Ouessant, et elle se rapproche dangereusement, je dirais, de la baie de Saint-Brieuc, où elles seront très friandes de coquilles Saint-Jacques. Donc là, il y a des évolutions à regarder et des comportements à avoir. Parce que la poulpe, nous la pêchons en Bretagne. Elle est abondante encore dans nos criées, mais nous ne la consommons pas. Nous envoyons tous ces poissons aujourd'hui à Nice ou en Espagne, parce que les Bretons et les Bretonnes ne consomment pas la poulpe. Donc il y a aussi des sciences humaines à convoquer dans la compréhension des phénomènes aujourd'hui qui se passent dans notre consommation. Vous avez un souci, et c'est le souci de l'acidification des océans, qui est un problème. Nous sommes aujourd'hui très inquiets de cette question-là. Nous regardons les ormeaux en particulier, qui aujourd'hui ont un problème de croissance. Nous sommes inquiets de la fragilité aujourd'hui déjà de certaines coquilles, notamment de coquilles d'huîtres, qui sont, on voit bien, très fragiles sur le plan du calcaire. Et nous recherchons des solutions, d'abord d'avoir bien compris le phénomène. Nous travaillons évidemment avec le CRC Nord et le CRC Sud pour travailler sur ces questions-là. Nous avons un espoir de réintroduire en particulier les champs d'algues, les cultures d'algues, associer les cultures d'algues aux cultures d'huîtres. Nous allons expérimenter ça sur la baie de Quiberon cette année. Ça rejoindra peut-être la proposition que vous faisiez, professeur, de revégétaliser les espaces côtiers. Nous sommes très inquiets sur cette évolution parce qu'elle ne dépend pas de nous. Évidemment, ce CO2 est dans l'atmosphère. L'océan breton le capte. Évidemment, nous avons nos efforts à faire pour décarboner l'ensemble de notre économie. C'est ce que nous essayons de faire, y compris au niveau maritime. Mais il va falloir voir ce que nous pouvons faire sur le plan pratico-pratique. Et est-ce que c'est à vous, scientifiques, de nous dire et de regarder avec les fonds que nous disposons, est-ce que, oui, ces champs d'algues pourront, oui ou non, répondre à une problématique d'acidification ou en tout cas de disparition d'un certain nombre de ressources. Et notre atout, ce sont ces 8 territoires marins, 8 territoires de Bretagne, qui aujourd'hui sont des territoires qui ont été voulus par les Bretons et les Bretonnes. C'est volontaire. Vous voyez, ça couvre l'ensemble du territoire de côtier. Et ces territoires ont décidé de se constituer comme territoire marin et de travailler sur des problématiques liées à leur territoire. Et nous avons une foule d'initiatives, notamment de sciences participatives, qui nous permettent de travailler avec les enfants, avec les citoyens et les citoyennes sur la prise en compte de ces phénomènes climatiques. Et effectivement, je suis d'accord avec le fait que la prise de conscience ne signifie pas pour autant action. Mais sans prise de conscience, il ne pourra pas de toute façon y avoir action. Et vous voyez que sur cette carte, elle est assez symptomatique des efforts que nous avons à faire en Bretagne, puisque un territoire qui va de Louvigné du désert jusqu'à Carhaix, en passant par l'ensemble du pays de Rennes, ne se vit pas aujourd'hui comme territoire marin. C'est un souci pour nous. Merci Monsieur QF. Et donc maintenant, on va terminer par Monsieur Laurent Perron, qui va nous présenter son expérience comme président de Terrarad et comme vice-président de Brest Métropole, notamment sur l'aspect local. Comment vous le vivez comme représentant local ? Alors, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation tout d'abord. Alors comment on le vit localement ? J'aurais tendance à dire qu'on le vit en montrant qu'on peut agir. Et aujourd'hui, sur une thématique qui est bien plus large, on parle des océans, on a fait le choix en fait de pouvoir vous parler d'un exemple concret d'action et de quelque chose qui est en cours qui s'appelle le Terrarad, qui est au final un programme d'action qui est là pour en gros préserver la qualité des eaux de rade et au final de préserver la biodiversité. Alors pour parler de la rade de Brest, peut-être la présenter brièvement, c'est 181 km², la rade de Brest, mais qui est un réceptacle de bassins versants qui est 15 fois plus grand. C'est plus de 2600 km² qui représente 137 communes. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors non pas que rien n'était fait, jusqu'à présent, il y a déjà des actions qui sont faites, mais peut-être c'est des actions qui sont un peu dans différents canaux. Et Terrarad est parti, dans un premier temps, de se dire où on en était en fait à aujourd'hui sur l'état de la rade, sur la qualité des eaux de rade. Et aujourd'hui, on peut dire et on peut affirmer que la qualité des eaux de rade est préoccupante. Donc, une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire, bon, d'où ça sort ?
Ça sort d'un diagnostic qui a été réalisé, donc qui aujourd'hui en date est validé à février 2023 et qui a été réalisé, compilé par l'ABOCA et sur lequel il a été aussi validé par un comité scientifique qui travaille à nos côtés tout au long de TerraRad. Quand on dit que la qualité de l'eau de la rade est préoccupante, on a aussi, et on associe un écosystème du coup qui se dégrade. Et il se dégrade par rapport aux activités anthropiques qu'il peut avoir tout autour de la rade. Et pour en avoir déjà échangé, et il l'avait présenté lors d'une présente, on va dire, explication, Yves-Marie Paulet était intervenu pour dire qu'il y a déjà eu un contrat de rade par le passé, dans les années 90, il y en avait déjà eu un, et qui a porté ses fruits, et sur lequel il y a déjà eu des actions de mener, mais sur lesquelles, alors non pas que c'était une erreur, mais qu'il y avait peut-être un manque, c'est qu'on avait peut-être oublié de considérer l'activité humaine. C'était qu'on partait d'aujourd'hui, enfin, je schématise beaucoup, mais il le schématisait aussi, c'était de dire que ce qui avait été fait à l'époque était de dire, voilà, la rade, milieu naturel, on est sur un système dégradé, qu'est-ce que l'on fait pour tendre? Mais où peut-être on n'avait pas assez concilié l'activité humaine du bassin de vie qui est autour de la rade. Et donc, sur ces travaux-là, derrière, il y a eu donc du coup ce diagnostic qui a été fait et qui a été réactualisé. Et puis, évidemment, quand je dis que les écosystèmes se dégradent, on peut derrière associer les activités liées à l'écosystème rade. Et on parle de la conchiculture, mais pas que. On parle d'élevage marin, de pêche. On peut parler aussi d'autres activités humaines, touristiques et autres. On voit bien que ce bassin de vie, il vit autour de la rade. Et derrière, cette dégradation d'écosystème, elle fait évoluer les pratiques et elle peut en mettre en péril. Donc, derrière, dans ce contexte, on peut voir aussi que par rapport au réchauffement, on peut avoir quelques exemples qui sont au final assez proches. Je prendrai peut-être le premier, je crois que tout le monde s'en rappelle, il a déjà été abordé. On va prendre la période printemps-été 2022, avec la sécheresse. On va prendre le cas de la rade, aujourd'hui, donc, du coup, qui est les bassins versants de l'Elorn et de l'Aulne. Et si on prend, par exemple, le cas de ces deux rivières, on a derrière des syndicats de bassins qui travaillent aux côtés dans TerraRad. Il y a Brest Métropole qui l'anime avec l'EPAGA et le syndicat de bassin de l'Elorn, et sur lequel on a une vigilance sur la rivière. Et si je prends particulièrement le cas de l'Elorn, où on a en tête quelque part un bassin qui est notre réserve d'eau pour le Nord Finistère, d'eau pour l'alimentation eau potable, on a le lac du Drennec avec le barrage du Drennec, et sur lequel on doit assurer derrière l'étiage de l'Elorn. Alors l'étiage pour quelque part pouvoir continuer à alimenter les usines de potabilisation d'eau pour les habitants, et on a pu voir que la ressource en eau devient aussi quelque chose de très important par rapport aux aléas climatiques, et que derrière, on doit avoir cette vision-là. On va dire que l'Elorn alimente une bonne partie du Nord Finistère, parce que des territoires sont aussi dépendants de l'Elorn, parce que sur leur territoire, si on ramène ça à une échelle un peu plus petite, ils n'ont plus en fait cette ressource où elle n'est pas en bon état pour pouvoir alimenter les habitants. Mais derrière, on a un autre objectif aussi, c'est qu'on doit aussi assurer quelque part le niveau d'étiage qui permette de maintenir la biodiversité dans les cours d'eau. Donc, jouer avec ce juste équilibre, on a vu que l'été 2022 était un exercice difficile et que dès qu'on agit en tête, en amont, on voit bien que les effets y vont jusqu'en rade. Derrière, on a l'exemple peut-être de cet hiver, de cet automne, avec une pluviométrie assez abondante, où on peut voir aussi les effets que l'on peut avoir sur la rade de par cette pluviométrie. Donc on parle de ruissellement, entre autres, ou encore d'une accélération ou d'une aggravation des effets de ruissellement. Si vous passez sur la Roche Maurice, vous avez l'usine de Pont-Arblède. Si vous passez à un niveau de la route, vous pouvez voir en fait des tas de terre. On pourrait se dire que c'est en travaux. Chaque tas de terre en fait représente un mois de récupération de terre de l'Elorn, par exemple. Ça, c'est des exemples qui sont visuels, qui vous disent aujourd'hui, le ruissellement, il existe, on ne peut pas le nier. Et puis derrière, on a aussi des réseaux eau usée, eau pluviale, qui, sur différentes collectivités, des fois sont unitaires, et sur des effets, des aléas de pluviométrie importantes, on peut avoir des effets qui sont néfastes, et même si déjà les politiques d'investissement sont déjà engagées pour pouvoir y pallier, mais pareil, là, ce sont des travaux lourds et conséquents sur lesquels il faut agir. Donc deux exemples assez proches qui montrent bien qu'à chaque fois, le réchauffement et puis quelque part les aléas climatiques, il faut les prendre en compte, on ne peut pas les nier aujourd'hui, évidemment. Et derrière, c'est comment on travaille au niveau de TerraRad. Donc comme je vous disais, TerraRad, c'est quoi aujourd'hui? Et on peut peut-être passer sur cette diapo, c'est que 137 communes et 2600 km², il n'y avait pas en fait quelque part d'assemblée qui travaillaient ensemble sur ce même territoire, ou en tout cas qui avaient ce point commun qui était le réceptacle rad. Donc, suite à
un souhait du préfet sur les années 2018-2019 de relancer un contrat de rade. Nous avons relancé en ce début de mandat municipal et politique pour nous, du coup, des travaux terra-rade, et sur lequel l'idée a été vraiment de reconstituer la communauté terre-mer. Parce que là, en fait, il a fallu peut-être se le dire, mais le remettre en évidence, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et que ce n'est pas travailler contre et dire que c'est toujours la faute du voisin, c'est on a chacun nos responsabilités, comment on avance ensemble pour agir sur le territoire. Donc, pour ça, il fallait mettre peut-être tout le monde d'accord. On est parti d'un diagnostic, et j'en ai parlé, le diagnostic qui a été compilé. Et ce diagnostic, il a remis en évidence l'état à aujourd'hui, la vigilance et les vigilances que nous devons avoir. Derrière ce diagnostic qui a été validé par les différents acteurs, les acteurs sont très nombreux à travailler autour de terra-rade, de ce contrat. On a eu une phase de concertation. La phase de concertation, comme je disais, c'était arrêter de dire « moi, j'ai rien à faire, ça sera le voisin qui va porter l'action ». C'est « nous avons tous des actions à mener, quelles qu'elles soient, et sur lesquelles nous devons faire en fait communauté pour pouvoir avancer ». Donc, derrière de cette concertation, en sont sorties des pistes d'action. Hein, et aujourd'hui, ces 25 premières actions donc, qui ont été déposées fin 2023 sont aujourd'hui en train d'être déployées donc, sur différents domaines où il y a 10 porteurs différents, 10 porteurs qui portent ces actions. Parce que terra-rade, je le rappelle aussi, ce n'est pas de créer une énième strate. C'est vraiment de créer une communauté. Et après, des porteurs de projets sont déjà identifiés. On ne va pas les déposséder ou arrêter leur travail. C'est venir les accompagner, venir les aider et quelque part d'avoir des actions qu'on pourrait appeler pour certaines innovantes ou en tout cas certaines qui n'avaient jamais été proposées et qui n'étaient pas non plus soutenues. Parce que, et j'en arrive peut-être à un volet important et on en parle et il faut en parler, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir peut-être aussi changer des habitudes, changer des pratiques, innover, il faut pouvoir les accompagner, et entre autres les accompagner financièrement. Parce qu'aujourd'hui, différents porteurs aujourd'hui peuvent avoir l'envie, mais n'ont pas forcément les moyens, parce qu'ils sont absorbés aussi par leurs obligations, leurs activités, leurs contraintes, leurs difficultés, et sur lesquelles aujourd'hui nous devons, et entre autres les collectivités publiques, nous devons en fait de pouvoir accompagner les différents porteurs. Et donc sur ces porteurs, aujourd'hui, il a fallu entre autres, au-delà de ces programmes d'action, et qui sont aujourd'hui, ce premier volet, il est possible, et un deuxième volet arrivera d'ailleurs en 2025. Ils sont possibles parce qu'en fait, les collectivités, quelles qu'elles soient, se sont mises en fait au chevet, je dirais, de la rade. Et aujourd'hui, ces actions sont possibles parce que la région Bretagne accompagne terra-rade, le conseil départemental, l'agence de l'eau, l'État, et sur lesquels aujourd'hui on voit qu'on impulse déjà les premières actions, et on pourrait s'en réjouir. Mais il y a aussi un mais. C'est que, et je vais peut-être en finir par là, c'est que les financements, quand on écoute tout le monde, ils ne sont jamais suffisants. Tout le monde a la volonté, mais aujourd'hui, pour pouvoir les accompagner, pour certains, pour peut-être les impulser, il manquera toujours, il faudra toujours amorcer, mais amorcer, ça ne sera jamais suffisant. Donc, terra-rade, c'est aussi ça, c'est d'aller chercher ces financements pour accompagner des porteurs de projets. Donc on peut voir qu'on a quand même certaines difficultés parce qu'on a beaucoup d'ambition, mais on n'a pas forcément des fois les moyens de nos ambitions, ou en tout cas, et ça fait le lien avec peut-être ce que je vais dire pour terminer, c'est que des fois, on va dire, l'atteinte des résultats environnementaux, elle n'est pas dans la même chronologie que le temps politique et que le temps des financeurs. Et là, c'est difficile. Et c'est là que nous travaillons en fait pour essayer de concilier tout ce temps-là. Par rapport à ce que disait Daniel, il y a un moment, il y a le constat, il y a le temps d'agir. Je crois qu'en fait, le temps d'agir aujourd'hui, il est en continu. Il faut tout le temps agir, il faut lancer. Et en tout cas, si on ne démarre pas, et terra-rade a montré qu'on pouvait redémarrer sur une dynamique, il faut pouvoir aller chercher, convaincre. Et il a fallu convaincre. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de participants sur les tables rondes, et d'ailleurs, et je remercie le comité scientifique qui organise régulièrement aussi des rencontres scientifiques élus, où la parole est complètement libre et où on laisse le temps en fait d'explication. Les scientifiques viennent nous présenter des thématiques par rapport à la rade et viennent nous dire voilà, posez toutes les questions que vous n'osez pas poser. Posez les questions, échangez. Et vous allez voir que ce constat, il est partagé. Et ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que sur les dernières rencontres, on était plus de 80-90. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Il n'y a plus besoin de convaincre. C'est maintenant comment on passe l'étape d'après. L'étape d'après, comme je dis, c'est aux collectivités de pouvoir accompagner des porteurs d'action. Et les collectivités sont aussi des fois des porteurs d'action. Donc à tous les niveaux, il faut pouvoir intervenir. Et derrière, donc, du coup, c'est de pouvoir les assister, les accompagner. Donc voilà l'échelon terra-rade
au milieu des océans, quelque part, l'échelon de ce qu'on peut faire, partir d'un constat, d'un diagnostic, concerter et agir. Merci. Merci, Monsieur Perron. Donc, merci pour ces interventions très intéressantes. Donc, maintenant, on va prendre les questions de la salle par rapport à nos intervenants. Je vois pas. Merci pour vos prestations. Nathalie Novak, je suis conseillère départementale dans le 22 et déléguée à l'environnement. Je sais que c'est compliqué sur une journée de pouvoir tout balayer, mais c'est vrai que par rapport à le littoral breton face aux défis climatiques, j'avais envie de poser la question peut-être à Daniel, quid des algues vertes, parce que mine de rien, elles sont encore là. Et en fait, le lien avec réchauffement, acidification, et puis aussi ce que le WWF a pu nous dire sur l'état de nos rivières, et c'est vrai que les rivières vont à la mer, donc là aussi, et que les rivières restent dans un état déplorable. Et puis par rapport à l'intervention là juste avant, où en fait le lien terre-mer, voilà, c'est vrai que c'est encore des sujets qui sont pas nouveaux, mais qui restent totalement prégnants et où on a l'impression qu'on n'arrive pas à passer le cap supérieur pour vraiment faire changer les choses et un peu renverser la table. Merci. Alors, merci pour cette question. Donc, c'est vrai que, en fait, vous présentez un problème qui est déjà actuel. Lorsqu'on parle du changement climatique, on commence déjà à le voir, mais le problème va surtout être dans le futur. Donc, on va peut-être laisser la parole à M. Cueff. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Même si on s'écarte un peu de sujet, je pense que ça vaut la peine d'en toucher deux mots. Oui, c'est une vraie question. C'est-à-dire que d'abord, il y a un consensus scientifique sur la question des algues vertes. Ça, c'est important pour nous. C'est-à-dire, on sait l'origine des algues vertes, des fuites d'azote. On sait aussi les conditions favorables de certaines baies pour le déploiement de ces algues. Donc, ça pose problème. Donc, nous avons une prise de conscience. Et maintenant, comment on arrive à changer le modèle agricole, par exemple, puisque c'est de ça dont il est question. Et c'est là qu'on a la mesure entre la prise de conscience et la réalisation des choses. Et là, nous n'avons pas en Bretagne de possibilité ni juridique d'interdiction ni de contrainte. C'est l'État aujourd'hui qui a été condamné pour inaction et qui doit répondre à cette problématique des algues vertes. De notre côté, nous faisons tout pour mettre en évidence les bonnes pratiques, ce que la Commission européenne appelle les bonnes pratiques, mettre en évidence tous ceux qui réussissent à se passer de ces intrants-là, les mettre en avant, les mettre au devant de la scène pour leur dire qu'effectivement, ils réalisent un travail citoyen qui est important pour l'ensemble de la collectivité. Et c'est ça que nous essayons de faire aujourd'hui. Plutôt que de faire de l'inquisition, plutôt que de montrer du doigt, plutôt que de dénoncer, nous essayons de trouver les leviers de ceux qui font. Et cette Bretagne qui fait, elle est importante. Elle est silencieuse, mais elle fait. C'est ça que nous avons aujourd'hui comme enjeu pour réussir cette foutue question des algues vertes. Un petit complément peut-être avec M. Pernet. Merci. Alors, dans mon discours, quand même, ne nous méprenons pas. On veut des algues, mais pas des algues vertes. Pourquoi ? Parce que les algues vertes sont des algues d'échouage qui se décomposent et qui, ce faisant, acidifient le milieu et diminuent les quantités d'oxygène aussi disponibles. Donc, ce n'est pas de ces algues-là que l'on veut, soyons clairs. Quand on parle de revégétalisation, ce n'est pas d'avoir des baies vertes dont on connaît l'origine. Voilà, c'est ça. Oui, bonjour, Barthélemy Gonella du conseil départemental, élu sur Brest même. Monsieur Cueff, vous avez fait part du fait que c'est certain, c'est plutôt l'État avec ses plans agricoles et autres qui vont définir comment on peut mettre en place une agriculture, je dirais, plus respectueuse de l'environnement. Il n'empêche que c'est quand même la région qui soutient financièrement les agriculteurs, entre autres pour l'installation et autres. Et on sait bien qu'en France, bien souvent, si on ne touche pas au portefeuille, il ne se passe rien. Donc ma question, c'est est-ce que la région ne peut pas mettre en place
ces moyens de soutien à l'agriculture, parce qu'il y a besoin, on a besoin d'agriculture et d'agriculteurs et d'agricultrices, donc il faut vraiment soutenir parce qu'on va en manquer, mais flécher, je dirais, ces soutiens financiers vers une agriculture plus raisonnée, plus raisonnable, et ça, je pense que, je suis désolé, nous sommes des femmes et des hommes politiques, et à mon avis, il va falloir faire des choix politiques. Merci. Alors, merci pour cette question. Peut-être que je vais commencer par la profession conchylicole, parce qu'en fait, ce sont les premiers à subir toutes les problématiques qu'il peut y avoir justement qui arrivent du milieu terrestre. En fait, à un moment donné, ça arrive sur le milieu côtier. Donc, est-ce que ça vous va pour prendre cette question, pour démarrer, et ensuite on passera sur l'aspect politique. Donc, peut-être sur l'aspect concret, ce qui se passe au niveau de la profession, quel impact ça peut avoir? Comme je le disais, en fait, la conchyliculture, c'est considéré comme une sentinelle de la qualité des milieux côtiers, parce que les coquillages, en fait, pour se nourrir, ils filtrent l'eau et ils concentrent tout ce qu'il y a dans l'eau, y compris les choses bonnes comme les choses moins bonnes. Donc c'est vrai qu'on a un peu le réceptacle au niveau des bassins versants de ce qui se passe en amont. Monsieur Cueff, peut-être si vous voulez continuer, puis ensuite on passera sur l'aspect aussi au niveau local, comment vous gérez cette problématique-là. Oui, évidemment, la question du changement de modèle se pose. Vous dites ça, vous vous êtes applaudi en le disant, mais bon, je vous applaudirai aussi, sauf que c'est comment on fait. C'est-à-dire que c'est là où la question du levier est extrêmement compliquée en termes de scientifique, je dirais. C'est pour ça que je suis assez sensible à l'idée de convoquer pas simplement les sciences dures, mais de convoquer aussi les sciences humaines dans l'approche des choses. Parce que quand vous êtes dans le monde agricole qui a été formé, si vous voulez, à l'usage des pesticides, des intrants, de tout ce que vous voulez, on leur a donné des diplômes. Ils ont été formés à ça. On leur a même payé des investissements. On leur a fait des emprunts bancaires. Et maintenant, on leur dit, vous devez changer de modèle. En fait, d'un point de vue symbolique, on leur dit, vous devez disparaître, vous devez changer. Tout ce que vous avez fait, il ne faut plus le faire. C'est une violence absolument incroyable que Pierre Bourdieu aurait certainement qualifiée de violence symbolique. Alors là, on ne dit pas, on n'insulte pas, on ne critique pas, mais on dit aux gens que les choix qu'ils ont faits, les choix de formation qu'ils ont faits, les choix professionnels qu'ils ont faits, ce ne sont pas les bons. Et ça, si vous voulez, quand ils ressentent ça, les gens, ça a comme effet immédiat, c'est de refuser tous les changements. C'est une résistance au changement. Et donc, il faut éviter d'aller dans le frontal et il faut chercher les solutions de levier qui permettent aujourd'hui aux agriculteurs, qui sont très nombreux, mais silencieux, de dire on va changer de modèle. Et nous avons des territoires entiers aujourd'hui qui se mobilisent discrètement, parce que souvent on peut changer de pratique, mais on ne veut pas que ça se sache. C'est terrible, et c'est ça la violence symbolique. Donc nous devons y arriver, mais nous devons y arriver avec les agriculteurs, en essayant d'éviter dans nos relations politiques cette violence symbolique qui tue l'écologie aujourd'hui. Peut-être. Allez. Peut-être juste pour préciser, la profession conchylicole et la profession agricole essayent quand même d'échanger sur ces questions de contamination, enfin d'enjeux en fait au niveau des eaux littorales. En Ille-et-Vilaine, par exemple, il y a une association qui regroupe les pêcheurs professionnels, les conchyliculteurs et les agriculteurs. Voilà, c'est sur d'autres territoires le dialogue est un peu plus difficile, mais on a une volonté politique entre les professions. De pouvoir échanger et avancer sur ces questions-là. Voilà, les conchyliculteurs sont souvent considérés également comme des agriculteurs de la mer. Je crois que dans l'évolution des pratiques agricoles, il y a aussi, et c'est peut-être pas assez su, à rappeler qu'il existe aussi déjà des instances comme les commissions locales de l'eau, par exemple, sur lesquelles aujourd'hui, sur de nombreux territoires, on travaille, on discute, on arbitre et on donne des avis sur des évolutions de pratiques, alors que ce soit agricole ou pas d'ailleurs, sur la préservation, sur les vigilances que l'on pourrait avoir sur des territoires, et puis pour amener au travail que font des structures comme celle que je connais bien, le syndicat de bassin des Landes et les PAGA, mais elles se multiplient sur le territoire. On est énormément dans l'accompagnement des pratiques.
et entre autres des pratiques agricoles. Et dans l'accompagnement des pratiques agricoles, moi ce que je peux constater tristement dans le moment, c'est que aujourd'hui on voit en fait un désengagement et entre autres, et je le parlais tout à l'heure, mais on en revient souvent au même, on impulse souvent et on impulse et on accompagne financièrement. Et aujourd'hui, sans comment dire, créer de polémique, on nous dit aujourd'hui, dans l'Ouest breton, en fait, au final, vous avez été bon élève. Donc, en fait, aujourd'hui, financièrement, vous allez avoir moins d'aide et en fait, ça va se ramener peut-être des fois plus vers l'Est breton. Sauf que quel signal on amène en fait aujourd'hui quelque part aux agriculteurs qui avaient impulsé des choses? On leur dit, mais attendez, on avait commencé quelque chose, vous nous dites d'arrêter? On leur dit non. On a impulsé, il faut continuer. Mais pour certains, en fait, et pour en convaincre d'autres, tout ce travail-là, il est quelque part ralenti, pour certains peut-être anéanti. Et là, vraiment, je trouve que c'est une vidange que l'on doit avoir, c'est que il ne faut pas que dans nos politiques, ce soit en fait des politiques de territoire qui en desservent d'autres. Et que la politique, elle doit être menée de la même façon partout. Quand on dit qu'aujourd'hui, la région accompagne les agriculteurs, je le vois dans le cadre de Terrarade, on a eu de nombreuses discussions aussi sur, d'ailleurs un deuxième volet qui sera plus agricole que le premier, sur lequel on est aujourd'hui encore sur des des mesures qui vont arriver, sur lesquelles on discute entre autres avec la région Bretagne, mais vraiment dans l'évolution des pratiques. On ne parle pas d'arrêt, certains peuvent le vivre comme ça, mais on voit bien qu'on est vraiment dans l'évolution des pratiques. Et puis, je vous invite tous, on communiquera bientôt, mais on sera entre autres dans un lycée agricole du Finistère pour une des premières actions de Terrarade pour faire les assises de l'agroécologie au deuxième semestre 2024. Et ça sera l'occasion d'aborder tous ces sujets, le changement des pratiques, l'évolution des pratiques. Et donc, voilà, des actions sur lesquelles on met tout le monde autour de la table, on discute et on regarde comment on fait ensemble. Et je ne pense pas qu'il faille se réduire à l'arrêt de financement, parce que c'est pas ça en fait, l'arrêt de financement en disant c'est peut-être on tape au porte-monnaie, ça ne fonctionne pas. Bah, j'aurais tendance à dire qu'au contraire, si le porte-monnaie, en fait, on change peut-être le mode de dépense, on peut faire évoluer les pratiques plutôt que de l'arrêter tout simplement et en fait quelque part réduire les actions. Bonjour, Jocelyn Eliou, je suis coordinateur pour une commission locale de l'eau. Je voulais juste rebondir par rapport à la thématique du changement des pratiques agricoles. Un des leviers qui est peut-être pas suffisamment utilisé, c'est le travail sur le prix de l'eau. Puisque quand une collectivité a la main sur la production et sur les actions bassin versant, dont les actions agricoles, ça lui permet finalement de dégager des budgets pour mettre à bien des programmes agricoles vertueux. Donc, il y a eu les PSE, paiements pour services environnementaux, mais qui étaient financés par l'État et les agences de l'eau. Mais on pourrait très bien imaginer ce type de programme soutenu localement par les consommateurs, les abonnés. Voilà. Après, peut-être que socialement parlant, c'est pas forcément très acceptable, mais voilà, c'est une histoire de quelques centimes par abonné qui permettrait de mener des programmes intéressants agroécologiquement parlant. Alors, merci pour cette question. Alors, c'est vraiment des problématiques, je vois, qui touchent une bonne partie de la salle. On s'écarte un petit peu de la thématique initiale de la conférence, donc je vous remercie pour ce complément. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions concernant ces problématiques agricoles, parce que bon, c'est clairement une des clés, on est complètement d'accord, mais ça ne concerne pas, on va dire, le réchauffement et l'acidification des océans. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres, si ça vous dérange pas directement en tout cas. S'il y a d'autres questions plus en relation avec la problématique, vous pourrez toujours en discuter après si vous souhaitez. Bonjour, bonjour à tous, Karine Bess, je représente la CNDP, la Commission nationale du débat public, déléguée régionale Bretagne de la CNDP. Et donc, juste pour recentrer effectivement peut-être sur le maritime aussi, et sur ces questions-là, c'est que donc la CNDP vient de terminer le débat public sur les documents stratégiques de façade. Donc c'est la planification de la mer pour les prochaines années. Et donc on a beaucoup parlé justement de ces questions terre-mer. Et donc voilà, et on a beaucoup réalisé pendant le débat qu'il y avait 80% des pollutions en mer qui venaient de la terre. Hein. Et effectivement, les citoyens, notamment, qui sont venus, se sont beaucoup interrogés sur ça et sur le fait que, malgré tous les outils qui existent, je pense au plan nitrate, plan algues vertes, les sages, etc., et puis autres réglementations,
que finalement l'État soit aussi dégradé aujourd'hui. En tout cas, voilà, on en a fait le constat pendant le débat. Et donc c'était, voilà, il y avait un certain nombre de critiques sur ce manque finalement. Alors les citoyens s'interrogeaient, manque de contrôle, trop de dérogations, plan d'action qui manque de moyens, justement, on en a parlé, hein, donc je rejoins aussi tout ce qu'ont dit les intervenants. Et voilà, donc ça c'était une interrogation des citoyens qui sont quand même prêts aussi à se mobiliser, hein, mais je rejoins aussi la difficulté de mobilisation, de prise de conscience également. Et donc l'intérêt d'organiser de la concertation. Je vois sur le territoire d'Acta, notamment une grande concertation qui a été faite sur le trait de côte. Ça, c'est des choses, voilà, de développer cette culture de la participation citoyenne et que les collectivités aussi, voilà, rentrent dans cet avenir partagé avec les citoyens, ces programmations partagées nous semblaient importantes. Et également une forte aussi demande dans le débat d'une gouvernance locale de la mer, notamment, et terre-mer. Et je vois que les exemples de la rade sont très intéressants. Les exemples sur certains sages qui font des liens aussi avec la mer. Des exemples aussi du parc marin d'Iroise, les exemples des Galpas. Mais c'est vrai qu'il y a une forte demande quand même que la mer ne soit plus régie que par l'État, finalement, et qu'il y ait vraiment des collectivités locales, des communautés locales qui se prennent en main et qui développent ces concertations entre la terre et la mer et pour aussi gérer leur espace maritime. Et avec l'inclusion aussi des usagers, des citoyens, et de l'ensemble des acteurs locaux. Voilà, moi c'était pour faire un petit résumé de ce qui s'est dit pendant le débat. Il s'est dit plein de choses, mais en tout cas, voilà, je pense que ça fait écho à ce qui est dit là. Mais toujours pareil, comment on arrive avec ce millefeuille français et donc ce débat public là qui a eu lieu, peut-être certains d'entre vous n'en ont pas eu connaissance. Voilà, comment on arrive à ne pas cloisonner et à faire vraiment de la concertation, de la gouvernance partagée à tous les niveaux. Merci. Alors, je vous remercie pour ce point-ci. Donc, peut-être que je vais reformuler la question en disant, pour vous qui êtes sur le terrain, c'est en gros, quelle est la perception que vous pouvez ressentir des citoyens sur ces problématiques-là? C'est-à-dire concrètement, alors, on voit bien que certaines problématiques touchent, par exemple, tout ce qui est algues vertes. Il y a la qualité de l'eau, mais probablement dont les citoyens, en effet, ne sont pas toujours bien conscients de ce qui se passe. Et par rapport au futur, comment vous ressentez les citoyens par rapport à ça? Changement climatique, acidification. Est-ce que c'est bien identifié? Pas bien identifié. Donc, Monsieur Cueff, peut-être pour commencer, puis ensuite on verra au niveau local. Oui, donc la mer monte, la mer s'acidifie, les tempêtes se multiplient. Que devient la démocratie? Est-ce que la mer monte et la démocratie diminue? C'est ça qui est l'enjeu. Or, l'expérience que nous avons en Bretagne en particulier, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, c'est de dire que quand des élus décident, parfois des élus climato-sceptiques d'ailleurs, qui décident, par exemple à Carnac, de se dire nous devons regarder l'évolution du trait de côte et nous devons regarder la relation terre-mer que ça va impliquer. Et commence, avec les scientifiques, la prise de conscience que, effectivement, déjà, le niveau de la mer monte quelques millimètres par an, que, de toute façon, c'est inéluctable, il va y avoir 400 habitations qui vont être sous l'eau. Donc, il faut agir. Et ça se fait dans une prise de conscience, mais ça se fait avec la population qui discute, qui vient aux réunions, qui interpelle. Et je suis surpris de ça parce que je m'attendais à beaucoup plus d'anxiété, hein, et ce qu'a dit tout à l'heure le maire de Guissény est révélateur, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la mesure de ce qui va se passer, mais il n'y a pas un abandon nécessairement de la démocratie. Au contraire, elle est mise en avant pour essayer de trouver collectivement ensemble. C'est en plus une démocratie non jacobine, parce que ce qui est vrai à Auray n'est pas vrai de la même façon à Saint-Malo ou à Guissény. Donc il va y avoir des enjeux locaux, et nous avons bon espoir dans les Galpas, qui sont les 8 territoires marins. Nous sommes vraiment fascinés par le nombre de projets aujourd'hui liés à la mer, de connaissance de la mer, de sciences participatives, de recherche de solutions pour tel ou tel problème local. Et c'est extrêmement intéressant. Ça va des problématiques d'envasement local jusqu'aux problématiques
de solutions, je dirais, qui ne pourront exister qu'à Plouguerneau et pas ailleurs. Mais M. Cueffre, en fait, là, vous parlez d'érosion, de choses visibles, mais c'est vrai que quand on parle du réchauffement de l'eau et de l'acidification, c'est vraiment des problématiques, j'ai envie de dire, invisibles pour une bonne partie des citoyens. Donc, c'est vrai que je rejoins complètement ce que vous dites sur la partie que les gens peuvent voir qui sont concernés, parce qu'on se rend compte que les maisons, le trait de côte recule, que certaines maisons risquent d'être... Il va y avoir un réel problème par rapport à ça. Maintenant, quand on parle des changements climatiques et acidification, on est sur on va avoir des espèces qui vont disparaître, mais est-ce que tout le monde est conscient de ça? Ce n'est pas certain. Donc je pense que là, on est sur... Vous avez complètement raison, vous répondez, je pense, par rapport à la première table ronde, mais sur la problématique de l'acidification, je pense qu'on est sur la vision des citoyens. Je ne vous rejoins pas complètement par rapport à ça. On va peut-être faire... Monsieur Pernet, répondre. Je peux donner peut-être quelques éléments là-dessus. En effet, ça ne se voit pas, les gens ne le savent pas, et c'est pour ça qu'on communique beaucoup là-dessus, nous, en tant que scientifiques, qu'on vient vers vous expliquer ça. Et finalement, la crise climatique, la crise de la biodiversité qu'on vit aujourd'hui, c'est finalement une crise de la sensibilité et de la relation qu'on a aux vivants. C'est ce que dirait Baptiste Morisot, je pense, s'il était là aujourd'hui. Et finalement, ce qu'il nous faut faire, c'est reconstruire finalement des relations quasiment diplomatiques, on dirait, avec le vivant. C'est-à-dire que si on veut se sortir de cette crise, il va falloir les associer entre eux et faire en sorte que la résilience des écosystèmes soit améliorée. Et ça passe par une connaissance très approfondie de la manière dont ça fonctionne. Et ça passe par beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas ce contact-là, cette sensibilité-là. Notre société aujourd'hui, depuis 400 ans, depuis globalement la révolution industrielle, depuis le cartésianisme, depuis tout ça, cette sensibilité-là, globalement, on l'a perdue et il va falloir la reconstruire si on veut se sortir globalement de cette ornière. Merci. Et donc pour terminer, parce que ça touche à sa fin, si chacun d'entre vous, est-ce que vous pourriez, si vous aviez un vœu à formuler pour le milieu côtier breton pour les années futures, quel pourrait être ce vœu? Alors je vous prends au dépourvu parce que je ne vous ai pas averti avant, mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter au milieu côtier breton dans les années qui arrivent? Le milieu, pour moi, le milieu côtier breton, il est associé, comme on disait, c'est de continuer vraiment la Bretagne, et on peut être un bel exemple de la communauté terre-mer, de continuer à la faire travailler, cohabiter, expliquer et pousser les impulsions ensemble. C'est vraiment, l'un ne va pas sans l'autre, et quand on parle du littoral, du côtier, il remonte jusqu'au centre-Bretagne. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on ait tous conscience qu'on vit sur le même territoire et qu'il est intimement lié. Et donc ça, je crois qu'il faut continuer à le faire savoir, il faut continuer à l'expliquer, il faut continuer à le démontrer. Et ça, c'est quelque chose qui prend peut-être beaucoup de temps, mais qui est essentiel. Et donc, il faut qu'on continue. Je rejoins les propos de M. Perron. Le lien terre-mer est extrêmement important. Toute la qualité, en fait, et le fonctionnement des écosystèmes marins dépend de ce qui se passe à terre. Effectivement, on parle de plus en plus de molécules, des effets cocktails, tout ça, c'est assez anxiogène. Donc, oui. Et il y a vraiment un enjeu énorme sur ces questions terre-mer et qualité d'eau. Oui, la Bretagne, c'est 5600 km de côte quand on intègre la Loire-Atlantique, 1000 îles ou îlots. Donc on a une chance absolument inouïe de permettre en permanence la relation entre les Bretons et les Bretonnes et la nature et la biodiversité et le trait de côte et la mer. C'est un enjeu capital. Si les habitants, les Bretons et les Bretonnes s'éloignent du milieu marin, ils ne le comprendront plus. Et donc il faut trouver des éléments de relation. Et j'ai très apprécié ce que vous venez de dire, cher professeur, parce que c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher, les éléments de relation entre l'être humain et la nature. Alors dans la même lancée, puis on dit la maison brûle et pourtant la biodiversité s'éteint. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on va raviver cette biodiversité. Et donc moi je dirais que c'est globalement en recréant des relations diplomatiques avec le vivant et j'espère que c'est ce qu'on fera. Et c'est plutôt un projet, moi je trouve assez enthousiasmant pour une société future. On dit souvent que finalement la lutte contre le changement climatique ou la crise de la biodiversité, c'est des contraintes, c'est dur, c'est pénible. Moi, personnellement, je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est au contraire très intéressant, très stimulant et désaliénant, finalement, de la société dans laquelle on vit.
Eh ben, merci à tous sur ces belles paroles.